18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Coopération Atlantique, les 40 pays côtiers de la façade déterminés à refaçonner l'avenir de la région. À Rabat, les panélistes de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South plaident pour une prospérité interconnectée, inspirée par l'initiative royale marocaine pour l'Atlantique. Lutte contre le VIH, un long chemin reste à parcourir pour stopper la propagation du virus. Au Maroc, les associations intensifient leur campagne de prévention pour gagner le combat. Exemple à Casablanca. Enfin, vous aurez rendez-vous avec l'escale culturelle hebdomadaire. Dans ce journal, nous ferons la rencontre d'un designer amoureux du naturel. Abdou Djouri a le don de transformer le bois en des œuvres d'art intemporelles. Être merisier, chêne, l'ébéniste décline cette matière noble sous toutes ses facettes. Abdou Djouri est l'invité de votre escale culturelle ce samedi. Bonsoir, l'Atlantique au cœur du débat géopolitique mondial, des débats francs et audacieux menés par d'éminents dirigeants depuis Rabat, la capitale où a pris fin aujourd'hui la 13e édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South. S'érige en point de rencontre où le Nord écoute activement les voix du Sud. The Atlantic Dialogues suggère ainsi une nouvelle compréhension de la dynamique intercontinentale nécessaire pour combler le fossé Sud-Nord. Le Nord et le Sud sont-ils plus que jamais appelés à rompre avec les anciennes structures économiques et à encourager de nouveaux modèles plus innovants et inclusifs? Les participants à ces dialogues atlantiques apportent des éléments de réponse à cette question dans un monde marqué par les crises et les guerres. Un contexte qui appelle à une solidarité sud-sud agissante pour mieux faire face aux défis qu'impose le XXIe siècle. Le Nord est capable également, dans le développement du Sud, comme le fait le Maroc, dans le cadre de la coopération trilatérale. Il le renforce déjà grâce à une coopération Sud-Sud très ancienne, très riche, très intense, et qui investit dans les infrastructures dans les pays du Sud, qui investit dans la formation, qui investit dans la formation des imams et des moushidat. C'est parce que la sécurité, l'islam de juste milieu, authentique, ça contribue également à l'apaisement des esprits et surtout ça contribue à combattre l'extrémisme violent, ça contribue à combattre le terrorisme. Ce nouveau rendez-vous des Atlantic Dialogues s'est proposé d'aborder une variété de sujets économiques et géopolitiques, ainsi que d'autres enjeux mondiaux, tels que les changements climatiques. Cette question de la gestion des changements climatiques, donc si nous voulons absolument que la question de l'évolution des changements climatiques profite aux pays en développement, aux pays du Sud, il faut absolument améliorer la qualité de leadership qui n'existe pas aujourd'hui. La question du citoyen doit être au centre. C'est ça le sens du leadership. Le leadership doit être fondé sur les vertus, sur les valeurs. Est-ce que, madame, les dirigeants du Sud sont-ils conscients qu'il y a un problème de changement climatique? Voilà la problématique. L'édition 2024 des Atlantic Dialogues a offert un large éventail de perspectives et de solutions sur les questions de gouvernance mondiale. 11 séances plénières aux sujets variés, complétées par 20 sessions en petits groupes, favorisant des échanges approfondis sur les dynamiques atlantiques et les nouveaux enjeux de la coopération internationale. Parlons santé à présent. Si sa prévalence est certes minime au sein de la population générale, elle demeure toutefois un problème de santé publique majeur. Le VIH, comprenez virus de l'immunodéficience humaine, fait l'objet depuis près de 30 ans d'une lutte collective. Une riposte qui se décline aujourd'hui via un plan stratégique national 2024-2030 déployé par la tutelle. À Casablanca, des campagnes de dépistage et de prévention sont menées dans l'espoir de sauver des milliers de jeunes vies. Reportage Boucheri Bamari, Soufiane Ibrahimi avec Oumaima Ramli. Voilà 3 ans que Hicham a pris pour habitude de venir se faire dépister contre le sida. Le geste est simple et surtout gratuit, mais ô combien salvateur.
Après un premier test sanguin, vient l'étape du Western blot, une technique de référence qui permet de confirmer la séropositivité. Je viens régulièrement me faire dépister. C'est très important car le diagnostic précoce peut éviter aux malades beaucoup de souffrance. J'invite aussi toute personne porteuse de ce virus de prendre son traitement. C'est l'unique solution pour vivre avec la maladie sans complications. Leader de la région MENA en matière de lutte contre le sida, le Maroc a parcouru un bon chemin pour améliorer ses indicateurs épidémiologiques, à coup de campagne de sensibilisation de proximité. 22% des personnes que nous avons dépistées ne savaient même pas qu'elles étaient porteuses du VIH. Et c'est justement pour faire baisser ce pourcentage-là que nous mettons sur pied ces campagnes. Au Maroc, plus de 23 000 personnes seraient atteintes du sida. Ces dernières années, la prise en charge de cette maladie s'est nettement améliorée. Des efforts et une coordination soutenue qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le sida 2024-2030. Place à présent à cette consécration tant convoitée de nos consoeurs et confrères. Le Grand Prix national de la presse qui a dévoilé hier soir son palmarès. À la tête des heureux lauréats, notre collègue Abdelhamid Jebran de la direction de l'information d'Al Oula a remporté le prix de la télévision pour son œuvre Le Royaume des énergies renouvelables. Un prix remporté ex aequo avec le journaliste Jam Goulhassan de 2M pour son œuvre intitulée Partir ou construire. Quant au prix de la radio, il est revenu cette année au journaliste Amin Lamrani de la Radio Nationale pour son reportage Les enfants autistes, une souffrance en silence. La SNRT rafle la mise dans la suite du palmarès avec le prix de la production journalistique Amazir, décroché par la journaliste Nadia Sissou de la chaîne Amazir pour son œuvre sur Amrar, traduisez le chef de la tribu. Quant au prix de la production journalistique sur la culture et l'espace sahraoui Hassani, il a été décerné à Hafid Mahdar, notre collègue de la chaîne Layoun Télévision, pour son reportage autour de la course des dromadaires. Un beau moment de reconnaissance et de récompense pour ces professionnels des médias. Dans l'actualité internationale, le Gaza continue de compter ses morts. Au moins 55 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Pourtant, le bilan des victimes à 44 930 morts. Le Hamas fait état de 106 624 personnes blessées dans ce territoire assiégé et en proie à une catastrophe humanitaire. L'offensive israélienne ne connaît pas de répit dans la bande de Gaza depuis maintenant 14 mois. Il avait échappé une première fois à la déchéance, mais ce samedi 14 décembre, le Parlement sud-coréen a bien voté la destitution du président Yoon Suk-yeol. Après une motion sanctionnant sa brève déclaration de la loi martiale, le président est désormais suspendu en attendant que la Cour constitutionnelle valide le vote. La Cour dispose de 180 jours pour se prononcer sur son avenir. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, elle constitue la plateforme digitale la plus populaire. TikTok, le réseau social chinois, risque une fermeture aux États-Unis. Une cour d'appel fédérale a rejeté hier la demande d'urgence de TikTok de suspendre son éventuelle interdiction. La cour d'appel américaine a maintenu la date limite de la mi-janvier concernant une loi fédérale exigeant que TikTok soit vendu sous peine d'interdiction aux États-Unis. Les avocats de TikTok et sa société mère devraient faire appel devant la Cour suprême. Retour chez nous avec, comme tous les samedis, votre rendez-vous hebdomadaire Escale culturelle. Ce soir, nous avons choisi de la consacrer à un talentueux designer ébéniste totalement
autodidacte. Après une carrière en industrie, Abdou Djouri a renoué avec sa passion pour le bois en aménageant en 2018 un atelier chez lui. Ce n'est qu'en 2022 que cet artisan d'exception met en relief son savoir-faire en créant son atelier Order and Chaos, un espace où il conçoit des pièces fonctionnelles uniques qui révèlent l'âme du bois. Ce mobilier d'intérieur épuré et authentique est actuellement à l'honneur à la galerie H à Casablanca dans une exposition collective baptisée Alwan, nuances d'espoir. Nisra El Hamdaoui, Mohamed Laroui et Mehdi Karakchou nous plongent dans l'univers fascinant de ce designer ébéniste. Regardez. Bienvenue dans l'univers coloré de l'artiste designer Abdou Djouri, le sublimateur du bois. Cette matière noble et intemporelle que Abdou travaille avec patience, au point de humer la puissance de son odeur et révéler les tréfonds de son âme. Autodidacte, l'homme se fie à son intuition d'artiste créateur. Entre ses mains, le bois se transforme en œuvre d'art fonctionnelle dans l'air du temps. Derrière sa créativité débordante, un travail acharné, un sens aigu du détail et une ouverture sur le monde qui l'entoure, comme pour s'abreuver du vivant. Toute une philosophie qui constitue la trame de l'œuvre de Abdou Djouri. Une belle célébration de la simplicité et de l'authenticité, à l'image de sa matière de prédilection, le bois, qui dans sa sobriété reste le symbole de la grandeur et de la noblesse. Et le designer ébéniste Abdou Djouri est l'invité de l'escale culturelle de ce samedi. Abdou Djouri, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans vos créations, vous cherchez en permanence à révéler l'âme de cette matière noble qu'est le bois. Qu'est-ce qui vous attire spécialement dans le travail du bois? Rapprochez-nous du potentiel de cette matière. Écoutez, effectivement, aujourd'hui, je travaille exclusivement le bois. En fait, c'est l'une des premières matières que j'ai découvertes quand j'ai commencé. Et en travaillant avec ce qu'il y a de moins noble, on va dire, c'était le bois de palette. Et du coup, je me suis pris d'amour pour cette matière. Et en fait, le défi était, et pour moi, au quotidien aujourd'hui, de la sublimer, de montrer que, contrairement aux idées reçues, c'est un matériau qui est malléable. On peut en faire ce qu'on veut. Et donc, d'où les courbes à chaque fois sur toutes les œuvres, etc. On essaie de pousser le travail du bois à son maximum. Et justement, naturellement, le bois vous offre une nuance, une belle palette de nuances, de couleurs, de nuances et d'essence, mais vous cherchez quand même à lui apporter de la couleur. Certains diraient que le bois se suffirait largement à lui-même. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous jusqu'à il y a quelques mois. Jusqu'à il y a quelques mois, quand on m'a approché pour exposer à la Galerie H, il y avait une thématique bien précise qui était Alwan, nuance d'espoir. Moi, je n'ai jamais été féru de peindre le bois. Je le teins pour lui donner un autre aspect, une autre couleur. Et donc, dans le cadre de cette exposition, il fallait introduire de la couleur. Donc, c'est là où j'ai osé. Ça a été très compliqué pour moi au début, mais in fine, quand on voit le résultat, je me dis, pourquoi pas? Donc, ça m'a ouvert d'autres horizons sur le travail du bois et peut-être qu'on continuera dans ce sens en mixant non seulement le bois peint, mais aussi le bois naturel, que bien sûr je préfère à la peinture. Justement, dans cette exposition Alwan, nuance d'espoir, à laquelle vous prenez part à la Galerie H à Casablanca, vous n'hésitez pas à mettre en avant la fierté de vos origines africaines, notamment à travers votre œuvre, la bibliothèque que vous avez baptisée Mama Africa. C'est important pour vous de mettre en avant ces origines africaines, finalement écoutez, oui, c'est très important parce que on va dire, pour un designer, un créateur, peu importe d'où il vient, on s'entend toujours dire que les Italiens sont les meilleurs, il y a d'autres nationalités, etc. Et puis, c'est important de montrer aussi qu'au Maroc et sur le continent africain, il y a des artistes, il y a des très grands artistes. Et voilà, en fait,
ce que j'ai voulu représenter par cette bibliothèque, pourquoi je l'ai appelée Mama Africa, c'était pour représenter un peu ce qu'on appelle une Afrique ventripotente, une Afrique repue, une Afrique qui vit de ses richesses, de ses ressources. Et en fait, c'est ça le message que j'ai voulu faire passer à travers cette touche pièce. africaine est très appréciée d'ailleurs. Elle est très en vogue en ce moment dans le monde du mobilier d'intérieur. Écoutez, alors je sais qu'à travers le monde, déjà l'artisanat africain et marocain sont très appréciés, sont très demandés, mais en même temps, en fait, on a un grand défi, c'est de montrer qu'au-delà de l'artisanat tel qu'on le connaît, l'artisanat traditionnel, on peut le retravailler de manière à se mettre au diapason de ce qui se fait à l'international et de montrer qu'on est capable de le faire, qu'on est tout aussi capable que les plus grands designers à travers le monde. Donc c'est l'un des défis que je me lance. On verra bien ce que ça donnera. Et justement, votre regard de designer, qu'est-ce qui fait pour vous la singularité ou bien le caractère d'une pièce ou d'un endroit ? Écoutez, pour moi, une pièce égale une émotion. Une pièce doit me parler. Une pièce doit apporter de la chaleur à l'intérieur. C'est-à-dire souvent, je me retrouve à réaliser des pièces dépendamment de ce que j'ai envie que les gens ressentent en la regardant. Et j'ai envie qu'ils s'attardent sur la pièce, qu'ils se posent des questions, qu'ils se disent « Waouh, c'est galbé » et qu'ils voient à chaque fois qu'ils tournent autour, qu'ils voient d'autres surprises. Parce qu'on a de très belles choses sur le marché, on va pas dire le contraire, on a de très belles choses, mais des choses qui nous ressemblent, ça se trouve pas en magasin. Dans laquelle on s'identifie. Voilà, exactement, exactement. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai toujours voulu voir mon intérieur, c'est comme ça que je vois mon intérieur, et j'ose imaginer que la plupart des gens ont envie d'avoir un peu de chaleur chez eux. Le bois a tout pour plaire, il se glisse facilement dans tous les intérieurs, il infuse aussi de la convivialité au sein de l'espace. Justement, vous faites à la fois designer et ébéniste, vous vous sentez plus l'un ou l'autre? Écoutez, pour ne rien vous cacher, moi j'aime bien qu'on dise de moi que je suis un créatif. Un designer, c'est un bien grand mot, mais en fait, à travers le bois, on peut faire énormément de choses. Il n'y a pas que du mobilier, il y a vraiment d'autres choses qu'on peut réaliser. Mais on va dire que ma passion pour le bois, c'est-à-dire l'ébénisterie, l'ébénisterie moderne, pas telle qu'on la connaissait il y a quelques décennies, c'est quelque chose qui me parle. Donc si on peut allier le travail du bois au design, pourquoi pas? Peut-être qu'on lancera un nouveau courant. Et votre travail, le résultat de votre travail, on peut l'admirer toujours à la Galerie H à Casablanca? Effectivement. Alors depuis le mois d'octobre, nous sommes exposés à la Galerie H à Casablanca, qui est soutenue par la fondation Abdelkader Ben Salah. Et voilà, c'est la fondation qui donne sa chance à 2-3 designers chaque année pour les faire émerger, les faire découvrir au monde. Et donc on y est jusqu'au mois de juillet. Et on invite notre public à y aller nombreux, visiter. Et je serai ravi d'accueillir le public. Je vous remercie Abdo Diori d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. À vous. Merci. Quittons l'univers du design pour un autre type d'ouvrage, beaucoup plus vaste cette fois-ci et qui puise ses origines loin dans l'histoire. Je vous parle de la monumentale forteresse Torres. Ce joyau culturel et historique d'El Hoceima remonte à la période des Almohades. Le site a connu la succession de plusieurs dynasties qui ont régné au Maroc, en plus de la présence espagnole et portugaise. Réhabilitée en 2022, la forteresse Torres accueille les visiteurs dans un cadre agréable et rénové. C'est un reportage de Wassim Amseud avec Zakaria Mokinbillah. Au cœur du parc national d'El Hoceima se niche l'imposante forteresse Torres. La bâtisse remise à neuf après des travaux de rénovation dévoile ses atouts. Ses longues murailles et ses tours surplombant le littoral témoignent de son passé glorieux. L'origine de la forteresse a longtemps prêté à débat. Les fouilles archéologiques entreprises en 2016 ont prouvé que la citadelle a été bâtie durant la période des Almohades. Les historiens ont divergé sur l'origine de cette forteresse. La version la plus plausible à notre sens est que l'édification de cette forteresse a précédé la présence espagnole et portugaise au Maroc. La forteresse a été citée dans l'ouvrage de Abdelhak al-Badissi à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. C'est ce qui indique que sa construction a été durant le règne de l'État marocain.
La forteresse Torres a subi 3 phases de réhabilitation qui se sont achevées en 2022. Suite à ces travaux de restauration, il a été procédé à la construction d'escaliers, à la rénovation de parties des remparts, à l'installation de bancs, d'éclairage et d'un dispositif de signalétique. La forteresse de Sanhaja est un pôle important dans le Rif. De grands nombres de touristes y affluent par centaines voire par milliers tout au long de l'année. Son rôle est pluriel. Il est à la fois touristique, culturel et économique. Aujourd'hui, la forteresse Torres est plus accessible et plus sécurisée qu'auparavant. La conservation de ce site historique a constitué une renaissance pour cette locomotive de développement dans la région à travers le segment historique et culturel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.